donner la parole à M. Philippe Davézy. M. Davézy travaille à l'Institut universitaire de médecine et de santé au travail à l'Université Claude-Bernard de Lyon. Et le titre de son exposé est « Santé mentale et travail ». Bien, bonjour. La crise actuelle a mis en lumière les dérèglements de la finance internationale. Et cependant, cette catastrophe n'est qu'une des conséquences du tournant opéré dans les années 80 par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et dès les années 90, nous avons pu constater que l'émancipation du capital vis-à-vis des entraves nationales avait pour contrepartie une accentuation très sérieuse de la pression dans les bureaux, les services, les ateliers. Nous avons assisté à un processus d'intensification du travail, dont les manifestations les plus visibles sur les travailleurs ont été l'explosion des troubles musculo-squelettiques et la montée d'une souffrance psychique exprimée selon des modalités extrêmement individualisées. Ce terme « intensification du travail » fait aujourd'hui consensus pour décrire cette évolution, mais il présente un inconvénient. Il met l'accent sur une interprétation quantitative du phénomène. Une pression excessive entraînerait l'usure des salariés et la pathologie selon un processus quasi physique. Or, les recherches sur le stress professionnel montrent que l'augmentation du niveau d'exigence en elle-même ne permet pas de prédire les atteintes à la santé. Pour rendre compte de celle-ci, il faut regarder les choses de plus près et prêter attention aux changements non plus quantitatifs mais qualitatifs qui ont affecté le travail. Lorsqu'on envisage ces manifestations concrètes au sein des bureaux, des ateliers, des services, la logique économique, qui est volontiers décrite dans les discours généraux comme marquée du sceau de l'inéluctable, s'avère profondément chaotique. Les incohérences et les contradictions qui se sont révélées de façon catastrophique au niveau de la sphère financière ont leur pendant au niveau le plus microscopique de la production de biens et des services. Elles se traduisent par une dégradation de la qualité du travail, une dégradation du rapport au travail et une dégradation des relations de travail. Évidemment, il peut paraître paradoxal d'évoquer une dégradation de la qualité du travail, alors même que la qualité, voire même la qualité totale, font partie des notions clés du discours managérial. Pour rendre compte de ce paradoxe, il faut évoquer un phénomène qui est connu de longue date par les ergonomes. Augmenter la pression ne conduit pas à faire le même travail plus vite. Aux différents niveaux de pression, on ne fait pas le même travail. Les premières études sur ce phénomène ont été menées dans les années 70 par Jean-Claude Sperandeo sur les contrôleurs de la navigation aérienne. La montée des exigences temporelles lors des pointes de trafic conduit à ramasser l'activité sur les objectifs jugés prioritaires et à abandonner les dimensions de la performance qui, en temps normal, sont constitutives du travail bien fait. L'ergonome dira alors que, sous l'effet de la pression, l'activité évolue vers un mode dégradé, un mode de travail caractérisé par l'abandon d'un certain nombre de critères de qualité. Chez les contrôleurs de la navigation aérienne, cet abandon correspondait à une adaptation temporaire destinée à préserver coûte que coûte la sécurité. Actuellement, tout se passe dans de nombreux secteurs, pour de nombreux salariés, comme s'il n'y avait plus que des pointes et que le mode dégradé devenait la norme. Dans un nombre considérable de situations, travailler implique de trier, dans la masse des choses à faire, entre ce que l'on va prendre en charge et ce que l'on va négliger. À partir de là, il est facile de percevoir le monde de conflits sur lequel ouvre cette exigence de tri. Il n'y a pas accord sur les dimensions de la performance qu'il importe de privilégier ou de préserver. Les critères de tri des agents ne sont pas les mêmes que ceux du chef, et les agents eux-mêmes adoptent des stratégies différentes en fonction de leur ancienneté dans le métier, de leur histoire, de leur sensibilité. Nous sommes donc confrontés à des visions concurrentes de la qualité. Dans ce conflit, la position du management est claire. La qualité dont il est question, ce n'est pas la qualité du point de vue du métier. La théorie du management soutient
explicitement qu'il n'est nul besoin de connaître le métier pour le manager. Pour le management, la qualité fait l'objet d'une évaluation économique, c'est la qualité pour le marché, dans le temps du marché. Elle est évaluée à partir d'indicateurs quantitatifs qui visent à rendre compte d'une façon ou d'une autre de la rentabilité du capital investi. Cette conception est par exemple explicitée par différents managers au cours d'une recherche dans une industrie de haute technologie. Je cite, « L'objectif, c'est le juste nécessaire, ça fait partie du TQM, Total Quality Management, de l'excellence. L'objectif, c'est de savoir satisfaire le client, tout le monde y gagne, il trouve son compte, on joue gagnant-gagnant. L'excellence, c'est de ne pas en faire plus qu'il ne faut. » Plus prosaïquement, un autre manager dans la même entreprise, si on doit peindre un mur, si on a 5 heures pour le peindre, on va le faire avec tout son cœur, on va bien protéger le sol et on va faire ça très très propre. Mais si on n'a qu'une demi-heure, et s'il faut que le mur soit peint, eh bien le résultat en termes de qualité sera moindre. Mais d'une manière ou d'une autre, on n'a pas à s'en vouloir parce que le résultat dépend des ressources qu'on a. Donc une fois qu'on a bien défini les ressources, on est capable de définir le standard de qualité qui y correspond et on n'a pas à s'en vouloir personnellement de la qualité de son travail. Sur la base de pareils principes, les consignes données par l'encadrement peuvent facilement apparaître aux agents comme difficilement compréhensibles, voire franchement paradoxales. La consigne suivante, que j'ai recopiée telle qu'elle, qui concerne des opérateurs chargés de dépanner par téléphone les clients qui ont acheté les produits de l'entreprise. Là voilà. La conception, imaginez que vous êtes les conseillers, la conception du métier de conseiller, les critères d'évaluation de la qualité du travail ont changé. Les agents, donc vous, doivent s'efforcer de passer d'une conception individuelle, le client que j'ai en ligne est satisfait, à une conception au niveau de l'entreprise. L'ensemble des clients à plan de service sont satisfaits. Une telle consigne est totalement obscure pour un agent, dans la mesure où elle tend à soutenir que la qualité ne se joue pas dans ce qui constitue précisément l'objectif de son activité, bien prendre en charge le client, mais elle s'éclaire dès lors que l'on se place du point de vue de la hiérarchie et que l'on aborde la qualité à travers la série d'indicateurs quantitatifs, temps d'attente, taux de réponse, résultats des enquêtes de satisfaction, à travers lesquels le service est évalué. Pour l'agent, le sentiment de bien travailler est lié à la capacité à dépanner le client, surtout quand son problème est difficile. Pour la hiérarchie, bien travailler, c'est améliorer un certain nombre d'indicateurs statistiques sur lesquels les services et son chef sont évalués, donc traiter un maximum de clients, et pour cela, se focaliser sur les clients rentables, donc ceux dont les problèmes sont faciles à traiter, et botter en touche sur les problèmes difficiles qui plombent les statistiques du service. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il s'agit d'un phénomène général. Sur la chaîne, l'ouvrier est incité à moins de rigueur dans le contrôle des soudures. L'aide-soignante est contrainte de passer son repas mixé à la personne âgée parce qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire pour l'aider à manger. L'employé de banque doit placer le produit financier sur lequel son établissement fait campagne sans trop s'appesantir sur la situation de son client. Le travailleur social doit privilégier les activités sur lesquelles portent les évaluations des instances qui financent son association. Dans tous les secteurs, les salariés sont incités à ne pas trop s'appesantir sur les détails. Une partie du travail, celle essentiellement qui consiste à adapter la réponse aux particularités de la demande, ne peut plus être prise en charge par les agents. Cette évolution est profondément perturbante pour celui qui assure le travail, car la dynamique de l'activité conduit justement à percevoir et à prendre en considération un nombre croissant d'aspects de la situation. C'est ce qui fait qu'un travailleur chevronné ne travaille pas comme un novice. Là où la consigne ne vise qu'une situation type, réduite le plus souvent à ses dimensions instrumentales, l'activité ouvre sur un monde dont la variabilité, la versatilité mêle de façon toujours renouvelée enjeux techniques, sociaux, éthiques. La situation de travail est toujours plus vaste, plus profonde, plus multidimensionnelle que ce que prévoit la consigne. Pour faire face à ces enjeux, plus ou moins inattendus, le travailleur mobilise non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa sensibilité, ses valeurs, les ressources de son histoire et de sa personnalité. Et au fond, la santé n'est peut-être pas autre chose que ce mouvement dans lequel le sujet reprend à son compte et marque de ses propres normes, de sa propre histoire,
une situation dans laquelle il s'est trouvé engagé sans l'avoir nécessairement souhaité. Nous avons donc la structure générale du conflit qui traverse l'ensemble du monde du travail. D'un côté, le rapport sensible au travail, le développement du métier comme capacité à sentir et à produire des réponses toujours plus adaptées aux particularités de la situation, et puis de l'autre, le juste nécessaire, la pression à l'accélération et à la standardisation des réponses dans un souci de rentabilité. Ces exigences de rentabilité se manifestent alors en termes d'appauvrissement, voire d'amputation de l'activité. Il faut cependant compléter le tableau. La pression des logiques financières ne dégrade pas que la qualité et le rapport au travail. Elle dégrade aussi les relations de travail et l'ensemble contribue aux atteintes à la santé. Au point où nous en sommes, le terme qualité revêt une multiplicité de significations. Il y a la qualité du point de vue du métier, il y a la qualité pour le management, il faudrait y ajouter la qualité certifiée au client qui est encore autre chose. Cette gamme de références, la gamme de références et de comportements possibles est donc considérable. Dans une telle polysémie, il n'y a pas grand-chose qui puisse faire sérieusement autorité. Les repères communs permettant de définir un travail bien fait s'effacent. Chacun arbitre comme il le peut entre les différentes exigences. Le sentiment de travailler dans le cadre de valeurs partagées recule, de même que la solidarité et la capacité à défendre son point de vue face à la hiérarchie. La dégradation du rapport au travail apparaît comme un facteur de repli des individus sur eux-mêmes. Elle favorise le développement de conceptions péjoratives sur le travail des collègues. Associée au recul des temps de discussion et de convivialité, cette perte des repères communs a un puissant effet de dissolution des liens sociaux. Cette dégradation s'exprime sous la forme d'un trépied symptomatique, considéré comme un trépied symptomatique de l'intensification du travail, avec une incapacité à maintenir un travail de bonne qualité, se traduisant par une dégradation d'indicateurs de qualité qui ne sont pas pris en compte par la direction, mais qui ont souvent à terme un impact économique non négligeable. Dans ce contexte de difficulté, et en raison de ces difficultés à maintenir la qualité du travail, une explosion des conflits interpersonnels, conflits entre la hiérarchie et les agents, mais aussi conflits entre les agents eux-mêmes, et des atteintes à la santé. Souffrance psychique, manifestations anxio-dépressives, envahissement de la vie personnelle, crise familiale, troubles musculo-squelettiques, pathologies cardiovasculaires. À partir de là, à partir de ce constat, quelques questions en matière de recherche. Grâce aux avancées des dernières décennies en matière d'analyse du travail, nous sommes en mesure de rendre intelligibles les dramatiques à l'œuvre dans les milieux de travail en crise. En revanche, pour le médecin que je suis, un pan majeur reste en jachère, concerne la compréhension des mécanismes biologiques qui assurent la médiation entre les conflits de l'activité et les effets sur la santé. Il n'est pas possible, nous avons vu, d'en rester à un modèle de l'usure, ni à la métaphore du moteur humain qui a dominé la physiologie du travail. Les effets sur la santé ne sont pas dus à un excès d'activité, mais plutôt à des phénomènes d'amputation de l'activité. Or, il y a bien, ici ou là, dispersés dans la littérature scientifique internationale, des résultats qui attirent l'attention sur les effets bénéfiques en matière biologique du fait de pouvoir rester en position active et, à contrario, sur le coût de la fermeture des espaces d'exploration, d'expérimentation, d'élaboration et d'action. Mais cela ne fait pas l'objet de programmes de recherche. Les phénomènes d'inhibition de l'action, lorsqu'ils sont étudiés par les neurophysiologistes, le sont généralement sur des tâches expérimentales dont les enjeux émotionnels sont sans rapport avec ceux des situations de travail. Plus près encore des enjeux de santé au travail, nous savons que les situations qui imposent aux salariés de réprimer leur activité et leur subjectivité sont susceptibles d'avoir des effets sur les mécanismes de l'inflammation par le biais de l'action de l'hypothalamus sur les cytokines pro-inflammatoires. Mais là encore, il n'y a pas de programme de recherche du côté du travail, alors même que ça a été souligné, les troubles musculo-squelettiques d'origine professionnelle constituent une véritable pandémie. Au bout du compte, le développement de l'analyse de l'activité, tel que nous la développons, est massivement redevable du travail développé dans les années 70 et 80 au laboratoire de neurophysiologie du travail, du CNAM, dirigé par le professeur Alain Wissner. Cependant,
à l'époque, l'accent a été mis sur la description et l'analyse des dilemmes auxquels se heurtaient les travailleurs dans leur activité, au détriment de l'approche neurophysiologique. À partir de là, les sciences du travail et les neurosciences ont évolué, chacune de leur côté, sans plus de relation. Or, les sciences du travail ne peuvent pas se développer sans que soit maintenue une attention au corps, à sa sensibilité, à son activité. Nous avons donc besoin d'une physiologie de l'activité qui reprendrait la question au niveau où l'ont amené, chacune de leur côté, les sciences du travail et les neurosciences. Je vous remercie.